on a 50 minutes ensemble, donc je vais commencer. Déjà, merci aux sponsors qui permettent de rendre possible cet événement. Très rapidement, je voulais juste préciser que je suis cofondatrice d'une association antisexiste qui s'appelle La Place des Grenouilles. Je travaille en tant que consultante freelance sur des missions de Product Ops, de coach agile au produit, ou encore en tant que manager de transition ou par intérim. Et enfin, je serai là cet après-midi. Ce midi, on peut discuter ou aussi continuer la conversation si vous voulez. Sur les réseaux, vous pouvez me trouver sur LinkedIn ou sur Blue Sky. Bien. Donc rentrons dans le vif du sujet. Ce pourquoi vous êtes là. Ce que je vous propose de faire, c'est de décomposer le titre de cette conf, de faire un focus sur chaque partie, de rentrer dedans, de voir ce que j'entends moi derrière les termes que j'ai utilisés, et de créer une conversation et des réflexions autour de ces sujets-là. Donc première partie, l'intelligence collective. Je suppose que vous êtes intéressé par le sujet parce que vous travaillez dans des contextes où c'est un élément important pour produire et animer le travail. Donc je vais proposer une définition. C'est pas la définition universelle, c'est une définition que je vous propose aujourd'hui pour qu'on se mette d'accord sur ce qu'on entend par intelligence collective. Donc c'est la mobilisation de plusieurs agents, donc plusieurs personnes dans un groupe, qui vont collaborer, se coordonner ensemble pour résoudre des problèmes. En principe, s'il n'y a pas un problème posé, une question posée, un sujet, il n'y a pas de raison de créer de l'intelligence collective, ou alors il faut en trouver. Et l'idée, c'est de justement capitaliser sur chaque personne, sur chaque individu du groupe, sur ses compétences, sur ses expériences, pour aboutir justement à quelque chose de collectif. Et donc, c'est à la fois tout ce processus en question, et aussi l'output, les connaissances, les livrables, les créations qui vont être le résultat de ce processus. En tout cas, c'est comme ça que je définis, moi, l'intelligence collective aujourd'hui. Petite citation, aucune ou aucun de nous ne sait ce que nous savons tous ensemble. C'est Euripide, donc ça fait bien, c'est juste moi qui ai rajouté l'inclusion, il n'était pas encore à ce stade. Et donc, je pense que ici, on est tous et toutes d'accord pour dire que ce genre de choses, peut-être pas à chaque moment, peut-être pas au quotidien. Il y a aussi des contributions individuelles qui sont importantes, bien entendu. Mais dans nos contextes VUCA, dans nos contextes complexes, pour créer des logiciels ou pour répondre à d'autres sujets sociétaux ou autres, c'est souvent important de pouvoir compter sur l'expérience, les connaissances, les points de vue du plus grand nombre, en tout cas d'avoir une multiplicité de points de vue pour réfléchir ensemble. Est-ce que dans la salle, il y a des personnes qui peuvent me donner des exemples d'intelligence collective, que ce soit côté processus ou côté livrable? Wikipédia, j'adore quand on cite à chaque fois en premier ce projet. En effet, super beau projet. Le manifeste agile. Oui, c'est en soi, c'est un livrable qui a émané d'intelligence collective. Dans votre quotidien, vous avez peut-être des rituels, des instances régulières. Résolution de problèmes, et du coup, comment on résout? Du brainstorming, voilà. A priori, probablement, normalement, quand il est bien mené, à mon sens, un refinement, par exemple, pour parler de rituels que vous connaissez certainement, en principe, ça se base sur l'intelligence collective. On amène un problème, on amène des pistes de solutions, mais ça se challenge, on réfléchit ensemble à la meilleure façon de résoudre un problème. Une session de mob programming aussi, par exemple. Ce genre de choses. Est-ce que vous pouvez, cette fois dans vos têtes, réfléchir à des facteurs, des conditions qui peuvent inhiber cette intelligence collective, qui peuvent entraver, qui peuvent aller à l'encontre de ce processus d'intelligence collective? Et est-ce que, à l'inverse, vous aurez peut-être plus d'exemples dans ce cas-là, vous pouvez penser à des choses, des éléments, des facteurs qui vont plutôt favoriser, développer, encourager cette intelligence collective? Le MIT, une équipe du MIT s'est penchée sur la question.
et a abouti au fil de ses recherches à un facteur qu'ils appellent le facteur C. Donc là, petit jeu à main levée. Qui pense que le facteur C, qui donc favorise l'intelligence collective, c'est le QI cumulé de toutes les personnes dans le groupe? Personne? Ok. Le QI maximal de la personne la plus intelligente du groupe. Ok, toujours personne. Est-ce que ce facteur C, c'est le QI moyen du groupe, de chaque personne qu'on a au sein du groupe? Une personne? Deux? Soyez pas timide, vous n'êtes pas filmé de toute façon. Ok, bon, j'ai 2 personnes. Bon, je suppose qu'en effet, la majorité du groupe avait raison, ça n'est aucune de ces 3 réponses. Le facteur C, c'est, première chose, c'est une forte social sensitivity. Je vous invite à aller regarder le terme, l'expression en anglais sur Google, il y a des choses intéressantes. Je le traduis de façon très imparfaite par une forte capacité à comprendre l'autre, à lire l'autre. À savoir si au bout d'un moment je parle, peut-être que la personne en face de moi, au bout d'un moment, elle perd l'attention sur ce que je dis. C'est à comprendre que l'autre peut-être commence à parler, a envie de placer une, quoi. Ce genre de choses, d'arriver à lire les autres. Deuxième ingrédient important dans ce facteur C proposé par le MIT, c'est un temps de parole égal dans le groupe. Si on a un groupe de 10 personnes et que c'est toujours la même personne qui parle, a priori, c'est pas bon pour l'intelligence collective. Je caricature, mais parfois pas tant que ça. Et donc, aussi, troisième élément, c'est aussi la présence de femmes dans un groupe. Alors, c'est pas des femmes par essence. Les femmes sont pas plus propices de base lorsqu'elles naissent à favoriser l'intelligence collective. C'est simplement que les femmes sont généralement dans nos sociétés éduquées justement à développer leur social sensitivity, à laisser la place, la parole à l'autre, à écouter. On est plus formés, encouragés à être à l'écoute de l'autre, en général. Combien de types d'intelligence il existe? Est-ce que vous pouvez lever la main si vous estimez qu'il y a 2 types d'intelligence? Personne. Est-ce qu'il y a 3 types d'intelligence? Ok, j'ai quelques mains timides qui se lèvent. Est-ce qu'il y en a 4? Ou un peu plus? 5? Ok, 6? Plus de 6? Ok, il y a pas mal de mains qui se lèvent, en effet. En général, quand on pose la question à un public qui n'est pas averti, qui ne se penche pas sur ce type de sujet-là, bon, je ne sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que les personnes peuvent entendre soit cette intelligence qu'on appelle logique mathématique. D'ailleurs, lorsqu'on passe des tests de QI, il y a beaucoup de questions qui sont relatives à ce genre de problème, donc logique et mathématique. Il y a souvent aussi cet aspect linguistique, une personne qui s'exprime bien ou qui comprend des textes un peu complexes. On va estimer aussi que c'est une personne intelligente. D'ailleurs aussi, pour arriver à répondre correctement aux tests de QI, il faut bien comprendre la formulation des questions, etc. Il y a aussi, sur ces tests de QI, des questions de géométrie, ou si vous connaissez des designers industriels, par exemple, ou des architectes, en principe, sociétalement, ça va être communément admis que c'est des personnes intelligentes, de savoir voilà, se représenter des choses dans l'espace, arriver à visualiser les choses en 3 dimensions. C'est souvent des choses qui sont admises comme des formes d'intelligence. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune. Dans les contenus que j'ai trouvés, j'ai trouvé 9 types d'intelligence. C'est une typologie, je suis sûre qu'on peut en trouver d'autres. Et donc, si on s'attache à ce que disait le MIT autour du facteur C, on peut voir que cette intelligence collective, elle va surtout se baser sur cette ligne-là, avec comme élément central les compétences interpersonnelles, donc pouvoir échanger, interagir avec les autres. Mais pour cela, il faut aussi se comprendre et se connaître soi-même. Et puis aussi
arriver à avoir les outils, le langage pour pouvoir communiquer, interagir avec les autres. Donc si je résume, l'intelligence collective, c'est d'abord des individus et des interactions, c'est une expression qui va vous parler. Et donc j'ai mis en gras interaction, parce que c'est surtout la qualité des interactions qui va faire qu'on aboutit ou non à de l'intelligence collective. Et, projet Aristote, la sécurité psychologique. Est-ce que je repasse rapidement sur ce qu'est le projet Aristote? Est-ce que ça peut être utile pour certaines personnes ou oui. Donc Google, comme une société à succès, je pense qu'on peut le dire, a beaucoup d'équipes et lance beaucoup de projets, beaucoup de problématiques, monte des équipes autour de sujets, de problèmes à résoudre, complexes évidemment. Et il y a des équipes qui sont plus ou moins performantes. Au bout d'un moment, la direction s'est dit, ok, qu'est-ce qui fait, parce qu'on est quand même tous et toutes Google, on propose les mêmes ressources à toutes les équipes, qu'est-ce qui fait qu'il y en a certaines qui sont plus compétentes que d'autres? Donc il y a une étude terrain, étude sociologique qui a été menée, et les conclusions de l'étude aboutissent à 5 facteurs qui font qu'une équipe est performante ou pas, ou plus ou moins performante. Et tout en haut, vraiment, en premier lieu, de façon très très notable, la première chose, c'est la sécurité psychologique. Donc sécurité psychologique, c'est la capacité à se sentir safe dans un groupe, à être soi-même, à pas avoir peur de poser des questions bêtes, ou d'être jugé, ou de commettre des erreurs. Donc, effectivement, il faut qu'il y ait des individus dans un groupe pour aboutir à de l'intelligence collective. Il faut que les interactions soient de qualité. Et pour que les interactions soient de qualité, il faut forcément, je pense, une sécurité psychologique pour chacun des membres du groupe. Passons à la suite. Je vais vous proposer de définir les biais. Si vous le voulez bien, je vous propose de fermer les yeux. On va faire un petit exercice. Je vous propose d'imaginer des scènes. N'essayez pas de surrationaliser. Vraiment, attachez-vous à la première image, première pensée qui vous vient à l'esprit. Donc, premier cas, je vous propose de penser à un individu à la tête d'un COMEX. À quoi ressemble cet individu? Quel est le son de sa voix? Comment cette personne bouge, s'exprime? Comment elle est habillée? Voilà. Deuxième cas, imaginez dans un bureau ou un open space une personne qui pleure. À quoi ressemble cette personne? Pareil, comment est-ce que vous l'avez imaginé habillée? Quel est le son de sa voix, son apparence? Pourquoi pleure-t-elle d'ailleurs? Ok. On va s'arrêter sur ce cas-là. Dans le premier cas, à main levée, est-ce que vous pouvez me dire qui a imaginé un homme à la tête d'un COMEX? Ça fait toujours mal. Une écrasante majorité des mains se sont levées. Comment? Non, j'ai dit un individu. J'ai pas dit un mec, j'ai dit un individu. Qui a imaginé une femme à la tête d'un COMEX? J'ai quelqu'un qui se lève, peut-être une dizaine max, ça fait plaisir, c'est cool. Qui a imaginé une personne non binaire? J'ai une personne, ouais. Très bien. Dans le deuxième cas, la personne qui pleure. Qui a imaginé un homme? Ouais, j'ai peut-être une quinzaine max de mains qui se lèvent. Qui a imaginé une femme qui pleurait? Ouais. C'est la majorité. Ok. Merci. Merci pour votre honnêteté. On est presque tous et toutes tombés dans le panneau. Et je crois qu'on vient de confirmer qu'on a des biais sexistes. Je me suis basée sur cette super campagne pour vous poser cette question, poser ce petit exercice. Donc là encore, on va essayer de proposer une définition pour ce talk sur les biais. Donc c'est un écart par rapport entre le traitement de l'information et la réalité. Et ça peut aussi bien couvrir des oublis, des omissions, ou bien des erreurs dans la perception, des erreurs dans l'évaluation, dans l'interprétation qu'on se fait des choses. Et ce sur quoi je voulais insister, c'est que la plupart du temps, c'est inconscient. On n'a pas trop envie, je pense, d'être sexiste, on pense pas être sexiste.
Et on l'a vu il y a quelques minutes, malheureusement, on a quand même des biais sexistes. Moi, la première, je vais pas vous jeter la pierre. Après, je vais pas non plus dire qu'il faut jeter à la poubelle les biais. Les biais en soi c'est pas quelque chose de mal. C'est quelque chose de très utile. Ça nous permet d'aller vite, de pas avoir à se prendre la tête et à se poser 50 000 questions à chaque micro-décision qu'on doit prendre dans la journée ou à chaque moment où on doit évaluer, juger d'une situation ou faire un apprentissage. Ce chiffre me donne toujours le tournis. Apparemment, notre cerveau va processer 11 millions d'infos par seconde. Mais ça va être plutôt en bac, parce que nous, on arrive consciemment à n'en traiter que 50, ce qui est déjà, je trouve, pas mal. Donc, tous ces biais, ça nous permet de faire des raccourcis, d'aller plus vite et juste de fonctionner normalement. 4 types de biais, selon une typologie. Soit c'est quand on a trop d'informations à traiter, justement, ça nous aide dans ces cas-là, quand on a besoin d'agir vite, parce que on est des humains et on a une mémoire limitée, et aussi parce que quand on manque de sens, on a besoin de donner du sens à ce qu'on perçoit. Vous avez peut-être vu ce codex de 180 biais cognitifs. Je vous invite à trouver cette ressource sur Internet. C'est hyper intéressant. Vous pouvez cliquer sur chacun ou presque et naviguer longtemps là-dedans. Je voulais souligner le fait que parmi ces biais cognitifs, il y en a beaucoup qui sont culturels. Par exemple, il y a 2/3 des hommes et seulement la moitié des femmes qui s'estiment, lorsqu'on leur pose la question, plus intelligents et plus intelligentes que la moyenne. Donc là, on a 2 groupes sociaux qui ont été formés, qui ont reçu une culture, une éducation différente. C'est des grosses mailles, hein, évidemment, il y a des individus différents à l'intérieur de ces groupes sociaux. Mais globalement, les hommes s'estiment plus intelligents que la moyenne, que les femmes. Donc ça, c'est un exemple sur le genre. On peut aller du côté de nos amis anglo-saxons. Souvent, les Américains sont vachement plus confiants sur leur capacité à battre certains animaux à main nue. Donc là, je ne sais pas si la question était posée à des hommes, des femmes, à des groupes mixtes, je ne sais pas. En tout cas, il y a 15% des Américains qui pensent pouvoir battre un kangourou à main nue. Je ne sais pas si vous avez vu La Bête. C'est quand même... Et côté britannique, il n'y a que à peu près 5% qui ont cette surconfiance. Ce qui est intéressant de voir, c'est que peu importe l'animal, les Américains sont toujours plus à droite. Donc là encore, on parle là de 2 groupes sociaux qui ont des biais culturels inculqués par un certain nombre de choses, et on arrive à avoir quand même des patterns. Je critique, mais en France, je pense qu'on peut aussi se regarder dans le miroir. On parle beaucoup d'universalisme en France. Est-ce que c'est pas dire que c'est nous qui posons un référentiel et que c'est ce référentiel, ces règles-là, qui valent pour tout le monde, et c'est à partir de ces règles-là, de ce modèle-là, qu'on va estimer, qu'on va juger un certain nombre de choses et de cultures qui sont différentes des nôtres. Lorsqu'on parle de notre chère devise, liberté, égalité, fraternité, c'est bien beau, mais je crois que la liberté et l'égalité, c'était surtout entre semblables. Dans fraternité, il y a les frères. Les femmes ont eu le droit de vote au siècle dernier seulement. Donc, on pense qu'on est objectif, on pense qu'on est peu biaisé, on a envie de l'être. Et c'est plutôt noble, je ne vais pas vous critiquer pour ça. Mais peut-être qu'on n'est pas si objectif que ça, peut-être qu'on a plus de biais qu'on ne le pense. Et je pense que ça peut affecter tous nos jugements, toutes nos perceptions, à la fois quand on regarde les infos, mais aussi quand on va animer une réunion, ou quand on va décider de qui prend quelle tâche, par exemple. Enfin, dernière partie du titre, décomposition du titre, donc définition. Ce qu'on entend par, déjà, pouvoir. Il y a la partie action,
concrètement, j'ai le pouvoir d'éteindre ou d'allumer ce micro, mais je voulais aussi insister beaucoup sur le côté influence. Le pouvoir d'influence, il est super important et on le néglige parfois un petit peu. Il peut s'agir de pouvoir que détiennent des individus ou des groupes sociaux. À une certaine époque, les Blancs avaient quand même vachement plus de pouvoir et c'était admis, c'était écrit, c'était institutionnalisé par rapport à des esclaves. Et il y a des choses qui sont explicites, comme je viens de le nommer. À une certaine époque, il y avait un code noir, c'était écrit noir sur blanc, des atrocités. Mais parfois, il y a aussi des choses qui sont implicites. Parfois, je vais donner par exemple une scène. Si c'est dans une pièce, il y a une conversation, et une personne qui est assez jeune et il y a une personne qui est plus âgée, qui a plus d'expérience, globalement, on va plutôt avoir tendance à donner plus de pouvoir, de confiance, d'influence à la personne âgée, et la personne plus jeune va devoir plus s'écraser parce qu'elle connaît rien. Sur les structures et les dynamiques de pouvoir, je voulais rappeler qu'elles peuvent se donner à court, moyen ou long terme. Par exemple, à court terme, au sein d'une même discussion, qui peut durer peut-être 30 minutes, il y a les mêmes personnes, moi et quelqu'un d'autre par exemple. Au début de la conversation, on peut sentir que le pouvoir est relativement équilibré. Si à un moment dans la conversation, je vais me sentir dominée par l'autre, si je sens que l'autre veut prendre du pouvoir sur moi, peut-être qu'au bout d'un moment, moi, je détiens une carte sur l'autre, je vais sortir la carte pour essayer de renverser et d'inverser la dynamique de pouvoir. Donc au sein d'une même conversation très courte auprès des mêmes personnes, ça peut fluctuer. Pardon. À moyen terme, par exemple, vous êtes dans la même équipe qu'un ou une collègue, donc vous êtes plus ou moins au même niveau de pouvoir dans le sens hiérarchique du terme. Peut-être que votre collègue, à un moment, va être promu, et donc ça va devenir là où le chef. Là, à moyen terme, donc la structure de pouvoir s'est inversée. Et à plus long terme, l'exemple que je donne souvent, c'est pas la même chose d'être de culture musulmane arabe aujourd'hui en Espagne que ça l'était pendant le Moyen-Âge. Voilà, pour vous donner une idée des échelles. Ensuite, ces structures de pouvoir, elles sont complexes, il y a différentes dimensions qui vont s'intriquer. Par exemple, on dit souvent que sur les applis de dating, c'est les femmes qui ont le pouvoir parce qu'elles ont plein de matchs. Sauf que sur le marché du dating, quand une femme va à un date, l'homme il a peur, souvent quand je parle de relations hétéro là, l'homme sa peur, sa crainte, c'est que la femme ne ressemble pas à la photo. La femme, sa crainte, ça va être de terminer violée ou tuée. Donc oui, sur un aspect, dans la même situation, effectivement, les femmes ont plus de choix, mais derrière ça cache aussi d'autres choses. Encore, je peux donner l'exemple. Par exemple, moi par rapport face à un homme racisé, je suis blanche, donc je vais avoir ce pouvoir-là, mais je suis une femme, donc par rapport à ça, il va avoir, lui, plus de pouvoir. Donc, ce que je voulais vous amener ici, c'est d'amener une réflexion sur comment le pouvoir il est réparti, comment il est exercé, utilisé, comment il se manifeste, comment il a été acquis dès le départ, et surtout aussi comment il est maintenu. Parce que souvent, il a été acquis un peu de façon... on n'a rien demandé, on n'a pas cherché à l'avoir, on l'a juste acquis, on est né avec. Mais qu'est-ce qui fait que finalement, consciemment ou pas, il est maintenu? Bref, si je résume, la définition que je vous propose aujourd'hui sur dynamique de pouvoir, c'est un processus par lequel ce pouvoir est exercé à l'intérieur d'un système social. Donc, dans vos entreprises, aujourd'hui, ou dans vos groupes sociaux, vos groupes d'amis, dans votre famille, dans vos associations, si vous êtes dans le monde associatif par exemple aussi, qui concentre le pouvoir? Comment est-ce qu'il est exercé? Comment est-ce qu'il est utilisé? Comment est-ce qu'il a été acquis au départ? Et comment est-ce qu'il est maintenu?
On citait Wikipédia aussi tout à l'heure. Là aussi, c'est un groupe social qui travaille sur un problème complexe, qui se base sur l'intelligence collective. Néanmoins, qu'on le veuille ou non, il y a forcément des dynamiques de pouvoir entre les individus qui contribuent à cette encyclopédie. Je vais donner un exemple de biais. J'ai un collègue, un ex-collègue, dont la fille a fait le conservatoire de musique, je ne sais plus quel instrument, mais en tout cas, ses études supérieures, c'était devenir musicienne, quoi. C'était sa formation. Et il me disait que c'était, parmi les élèves, les étudiants et étudiantes, c'était tout à fait paritaire. Qu'il y avait 50% de filles et 50% de garçons qui étudiaient dans ce cursus. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui aiment la musique et qui aiment notamment la musique classique? Ok, il y a un bon tiers, je dirais. Est-ce que vous êtes allé voir déjà des concerts de musique live? Ouais. Est-ce que vous avez vu 50% de femmes et 50% d'hommes dans l'orchestre? Non. Donc qu'est-ce qui se passe? S'il y a 50% d'étudiantes en musique, pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas cette proportion dans le monde professionnel, dans les orchestres? Eh bien, il y a un orchestre qui s'est posé la question, je crois que c'est au Danemark, je suis pas sûre, qui s'est dit c'est pas normal qu'il y ait autant de femmes qui disparaissent entre l'école et la scène et l'orchestre. Donc on va essayer de faire quelque chose, on va essayer de voir si on a des biais, parce que c'est bizarre. Nous, on a l'impression, évidemment, de ne recruter que les meilleurs, parce qu'on ne va pas s'attacher au genre. C'est la prestation qui est importante. Mais, quand même, on se remet en question. On va faire une expérience. Donc, ce qui a été fait, c'est qu'on a placé un paravent entre les jurés et les personnes qui passaient les auditions. Et comme par hasard, là, il y a eu plus de femmes qui ont été sélectionnées. Le biais sexiste, la discrimination sexiste, elle n'était pas volontaire, puisque sinon, ce jury n'aurait pas pris cette initiative d'essayer de réparer, entre guillemets, ce manque de parité. C'était pas volontaire, puisqu'ils ont activement essayé de réparer le truc. Mais force est de constater que, malgré elles et eux, il y avait ce biais qui persistait, et donc on jugeait plus durement, certainement, les femmes, et donc on les acceptait moins. Autre exemple, donc moins dans le domaine artistique, mais plus dans nos sphères professionnelles. Parmi les personnes qui surperforment, qui sont très très bonnes dans leur métier, dans leur domaine, dans le monde de l'entreprise, la plupart ont des revues annuelles, je sais pas comment vous appelez ça dans votre entreprise, un entretien annuel d'évaluation ou un bilan annuel. Et donc là, on parle bien de toutes ces personnes qui sont excellentes, qui atteignent ou qui dépassent même leurs objectifs. Parmi ces personnes-là qui sont évaluées, il y a à peu près 3/4 des femmes qui reçoivent des commentaires, malgré leur bonne performance, encore une fois, qui reçoivent des commentaires négatifs, du feedback négatif, et souvent aussi pas directement liés à leur livrable, à l'impact de leur travail, mais des choses, par exemple, sur leur façon de se comporter, de se vêtir, de parler, etc. Donc quand un ou une manager dit à sa manager « Oui, il faudrait peut-être que parfois tu arrives à mettre un peu plus, à arrondir les angles, parce que parfois tu es un petit peu perçue comme agressive. Je le dis pour ton bien, c'est pour ton avenir professionnel. » C'est bienveillant. L'intention, elle est bonne, c'est pour aider la personne. Sauf que, est-ce que ça aide vraiment? En racontant cette anecdote, j'ai une personne qui m'a dit « Oui, une de mes premières expériences professionnelles, j'étais jeune, j'ai hyper bien performé, et ma manager m'a dit qu'il faudrait que je perde du poids. » Quand est-ce qu'on va dire ça à un homme? Et oui, justement, donc il y a une étude à ce sujet-là, et si un homme performe, on va lui dire bravo, continue, tu déchires. On va pas lui dire ouais, tes polos ou tes t-shirts, ils sont pas ouf, change d'habit. Enfin, en tout cas, c'est vachement moins courant. Donc encore une fois, on veut le bien de notre manager, on n'a pas forcément conscience de ses biais, on pense aider. Est-ce que vous connaissez, levez la main, cet outil? Ok.
il y a un quart à peu près, je dirais, de la salle qui connaît, chouette. Donc la roue du pouvoir et des privilèges, donc qui a été proposée par Sylvia Duckworth au Canada. Ça, c'est une adaptation au Canada francophone. Je vous laisserai le temps de la regarder dans le détail après. Cherchez l'outil sur Internet, il est hyper utile. Ça vous permet de jouer au bingo des privilèges. Plus vous cochez de cases, vous vous retrouvez dans les cases au centre, plus vous êtes privilégié. Et je peux dire, plus nous sommes privilégiés, parce que je coche beaucoup de cases au centre aussi. Et donc, c'est très bien, plus on coche de cases dans le centre de la roue, plus on a gagné au bingo des privilèges, youpi. Mais ça veut dire que plus on a de biais aussi, plus on a d'angles morts. Il y a plein de choses qu'on ne réalise pas, parce qu'on est au centre et on est privilégié. Plus vous cochez de cases aux extrémités ou en périphérie, plus vous avez une réalité, un vécu, un quotidien différent, moins vous avez de biais dans le sens où vous connaissez la réalité des personnes qui sont au centre, au moins en théorie, parce que c'est pas ce que vous vivez, mais vous les connaissez, et vous connaissez dans votre chair l'expérience des personnes concernées par donc la périphérie. Ça vous fait moins d'angle mort. Et quand j'amène cet outil, je tiens à dire que c'est pas de vous pointer du doigt parce que vous avez des privilèges. Souvent, on est juste né avec, on a la chance d'être privilégié. Vous n'êtes pas coupable, à mon sens, de vos privilèges. Néanmoins, vous êtes, à mon sens, là encore, responsable de vous renseigner, responsable d'admettre, de comprendre que ce sont des privilèges. Toutes ces choses qui vous semblent des caractéristiques basiques sans conséquence, en fait, ce sont des privilèges et ça nous donne du pouvoir. Et pour moi aussi, je pense que c'est important de prendre conscience qu'il y a des personnes qui sont vachement moins privilégiées que nous, et que donc elles ont une réalité qui est tout autre. Quelque chose aussi d'important que je voulais signaler, c'est que les discriminations, ça peut à la fois être des choses très très fortes, revendiquées, assumées, explicitées. Je pense, si vous êtes là dans cette salle aujourd'hui, si vous avez choisi de voir ce talk, que vous n'êtes pas trop dans cette zone-là, que vous vous identifiez pas là-dedans. Néanmoins, les discriminations, elles s'expriment aussi de façon vachement plus insidieuse, avec des petites phrases, des regards, des pensées même, qui sont plus courantes, plus ordinaires, qu'on peut appeler micro, avec des guillemets, agressions. Je dis avec des guillemets parce que plus on cumule ces petites agressions qui parfois ne sont pas vues, ne sont pas perçues comme telles, plus c'est dur, c'est lourd à porter, ça peut devenir très violent. Et donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai confiance en vous, dans le fait que vous n'êtes pas là-dedans, mais je ne peux pas croire que vous ne soyez jamais là-dedans. On commet tous et toutes des bourdes. On peut dire un mot qui ne va pas. On peut avoir une pensée sexiste, comme tout à l'heure quand je vous ai posé la question de la personne à la tête d'un comex ou d'une personne qui pleure. Tout ça, c'est des préjugés qu'on a. Et je pense qu'il nous appartient de déconstruire un certain nombre de choses. Parce que les personnes qui sont à la marge, ou peut-être pas à la marge totalement, mais pas autant au centre que nous, elles peuvent vivre un certain nombre de choses dont on n'a pas conscience. Ces personnes avec qui on prétend faire de l'intelligence collective, qui sont nos collègues, qui sont nos voisins, voisines, nos amis, des gens de notre famille, peut-être qu'elles sont en réalité en hypervigilance, peut-être qu'elles sont en permanence en suradaptation, et c'est très 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 fatigant d'être en suradaptation permanente. On a moins de ressources pour amener la connaissance, pour amener l'expérience, pour le groupe, pour résoudre le problème complexe auquel on est confronté, si on veut faire de l'intelligence collective. On peut perdre confiance en soi et donc se dire que nos idées valent moins, donc je ne vais pas m'exprimer dans le groupe. Et donc on se prive de regards potentiellement très intéressants. Ces personnes peuvent aussi développer de la colère, qui me semble, je pense, tout à fait légitime. Elles peuvent se mettre en retrait, s'isoler, pour éviter justement ces micro-agressions, pour les réduire en tout cas. Ça peut aussi mener à du burn-out, à de la maladie, parce que ces états-là d'hypervigilance, de suradaptation, d'être
toujours comment dire, aware, d'être oui, dans cette vigilance de se faire agresser, et si je me fais agresser, comment je réponds, etc. En fait, ça génère un stress, et les montées de cortisol en continu, c'est pas bon, ni pour la santé mentale, ni pour la santé physique. Donc comment on fait de l'intelligence collective? Comment on confronte différents points de vue qui sont différents pour arriver à débiaiser un maximum avec des gens qui ne sont pas tout à fait dans les meilleures conditions pour apporter le meilleur d'elles et d'eux-mêmes. Parce qu'on peut se dire, ok, ben on peut faire de l'intelligence collective avec des personnes dans un groupe qui ont toutes les mêmes caractéristiques sociodémographiques. Je pense qu'on peut s'accorder à dire que ce sera moins efficace, que ce sera plus biaisé si on n'a que des clones dans une même pièce pour réfléchir à un problème complexe. Donc la diversité, normalement, amène cette richesse, cette profondeur de réflexion. Et donc il faut être capable de travailler avec des personnes qui sont dans les meilleures conditions, de mettre toutes les personnes dans les meilleures conditions. C'est déprimant ce que j'ai dit, mais j'ai quelques pistes de solutions. J'ai pas de réponse toute faite. Il y a peut-être des trucs, c'est des fausses bonnes idées. L'idée de ce talk, c'est de vous faire réfléchir à ce qu'on peut faire différemment, individuellement, collectivement. Donc voilà, en toute humilité, je vous apporte quelques pistes, ce ne sont que des pistes. Donc je disais à l'instant, en principe, on se dit que la diversité, ça amène moins de biais, parce que chaque personne a ses biais, donc si on confronte tous les biais, normalement on débiaise. Mais avec quand même un petit bémol, un point d'interrogation. Vous connaissez peut-être cette stat, j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup. On se dit, ok, il n'y a pas assez de femmes dans la tech, il faut les faire venir. Faisons-le, très bien, plein d'initiatives. Vous vous donnez peut-être beaucoup de mal et d'efforts pour arriver à recruter des femmes, pour féminiser un petit peu vos équipes. Néanmoins, la moitié d'entre elles vont quitter la tech avant 35 ans. C'est quand même énorme, la moitié. Et comme raison principale invoquée, il y a un tiers d'entre elles, plus d'un tiers, qui vont dire que je suis partie de la tech parce que l'entreprise n'était pas inclusive. Des 2 tiers restants, il y en a certaines aussi qui mentionnent ce motif comme l'une des raisons qui les ont fait partir, c'est juste pas la raison principale. Mais là, il y a un tiers qui dit que c'est ça. Je me sentais pas inclus dans la boîte, donc je suis partie. Et je me suis reconvertie ou autre. Donc diversité, oui, c'est bien, mais pas de la diversité sans inclusion, parce que sinon c'est juste violent pour les personnes. Si vous faites une annonce qui soit pas une offre d'emploi qui soit pas trop orientée bro code avec le baby-foot et les bières et le ninja du code et tout ça, et que après en fait vous arrivez à recruter des femmes, à avoir des candidatures de femmes, vous les recrutez et en fait après dans la réalité la culture c'est que ça que je viens de décrire, bah, la personne va peut-être pas se sentir hyper incluse. Donc diversité oui, mais pas sans inclusion. Et s'il y a des gens qui aiment bien Star Wars ici, vous allez peut-être retenir cet acronyme dont les anglo-saxons parlent. On parle aussi de justice sociale et d'équité. Et je pense que cet acronyme il est d'autant plus important aujourd'hui, en ce moment, avec ce qui se passe outre-Atlantique. Et les impacts qu'il y a aussi dans nos entreprises en France. Quelques exemples, il n'y en a pas des masses. Mais par exemple, des exemples d'inclusion, d'équité, de justice, c'est de tout simplement appliquer la loi. Parce qu'en fait, la loi française dit que normalement, il faut pas permettre du harcèlement, par exemple, ou d'autres agressions, d'autres violences en entreprise notamment. Donc sanctionner lorsque harcèlement il y a, qu'il soit moral ou sexuel ou autre, sanctionner ces personnes, sanctionner ces comportements pour éviter qu'ils ne se reproduisent. Il y a aussi des initiatives qui sont lancées justement pour amener plus d'équité. Par exemple, il y a des tremplins des speakers qui émergent à gauche à droite pour des conférences, parce que souvent les conférenciers et conférencières se ressemblent un petit peu et on manque de diversité sur scène. Donc pour encourager certaines personnes qui oseraient moins, pour tout un tas de très bonnes raisons, on propose des programmes pour aller les chercher, pour les encourager, etc. Il peut y avoir aussi dans certaines entreprises des programmes, des cours ou des sessions spéciales ou du coaching dédié aux femmes, par exemple. Ça se fait pas ici, mais ça se faisait aux États-Unis. Il pouvait aussi y avoir des groupes, des sessions qui étaient réservées aux femmes racisées, parce que c'est aussi un groupe plus discriminé que les femmes blanches.
Je me pose beaucoup la question sur les after-work, qui sont normalement des lieux de convivialité pour apprendre à connaître nos collègues. On fait ça, l'entreprise favorise ça pour qu'il y ait plus de liens, pour mettre de l'huile dans les rouages, parce qu'on travaille en équipe, donc c'est bien de bien s'entendre, de bien connaître nos coéquipiers et coéquipières. Donc c'est du travail, même si c'est une forme de travail un peu spécifique. En tout cas, ça sert le travail, c'est pour le travail, mais c'est après les horaires de travail. Et donc, qui on exclut quand on fait des after-work? On peut exclure des personnes qui enchaînent leur journée de travail rémunérée sur une autre journée de travail non rémunérée cette fois. Ça peut être des parents aidants, qui peuvent pas se permettre de juste dire allez, bon, ce sprint était chaud, là on l'a bien mérité cette bière, viens on sort. Ça peut être aussi excluant pour certaines personnes qui ne boivent pas d'alcool et qui n'ont pas envie en fait d'être juste sobre à côté d'une équipe de gars déchirés. Même si ça peut être très sympa de temps en temps de relâcher la pression avec quelques verres, hein, je veux pas jeter la pierre, mais posons-nous cette question. On a l'impression de faire de l'inclusion, de faire de la convivialité, mais qui est-ce qu'on met de côté? Quelque chose de très important, la communication. J'aime beaucoup la CNV, ça vous parle probablement, la communication non violente, et je pense que c'est important d'en faire tout le temps, pas lors d'une initiation, pas lors d'une formation, pas lors d'une rétro spécifique. Essayez au maximum d'en faire tout le temps. C'est dur, c'est hyper dur, mais essayez d'en faire le plus possible dans vos pratiques quotidiennes, au travail, ailleurs aussi, si vous le pouvez, c'est encore mieux. Mais pratiquer la communication non violente, je pense que ça c'est quelque chose d'indispensable si on veut faire de l'inclusion, si on veut faire de l'intelligence collective. Donc pas juste en rétro ou en atelier. Et je souligne le mot écoute, parce que souvent dans communication, on va s'attacher à émettre un message. Or, pour arriver à faire de l'intelligence collective, souvenez-vous, facteur C du MIT, deuxième point, donc premier point, social sensitivity, arriver à observer, à capter, à comprendre l'autre. Deuxième, temps de parole égal. Donc, dans la communication, il y a beaucoup aussi l'écoute. Très important. Qui connaît à main levée ce schéma? Ok, donc je vais revenir dessus. C'est un schéma proposé par Lisa Atkins qui cartographie en gros les compétences que les coachs agiles ont ou doivent avoir. Évidemment, si on est coach agile, on connaît un petit peu l'agilité, le lean. Souvent, bon, je dis coach agile, c'est aussi Scrum Master hein, ou Agile Master, ou que sais-je. Souvent, il faut savoir ou il faut apprendre à donner des formations, à construire, à donner des formations. Il y a une partie mentoring, souvent aussi. On a été avant dev, on a été responsable de produit, on a été que sais-je. Donc on peut amener des personnes qu'on accompagne à montrer le geste, conseiller, accompagner, etc. Il faut faciliter, il faut savoir faciliter des rituels, des ateliers, quels qu'ils soient. Pour beaucoup, au bout d'un moment dans leur carrière, il y a beaucoup de coachs qui font une formation de coaching pro. Et pour les personnes qui n'en font pas, elles adoptent quand même pas mal d'outils issus, proposés, des choses qui sont enseignées dans des formations de coaching professionnel. Moi, personnellement, j'ai pas fait la formation, ou pas encore, je sais pas si je la ferai un jour, mais je sais qu'il y a, quand je discute avec des coachs pro, il y a certains outils qui sont les mêmes. Donc ceux-là, c'est ceux qui sont relativement indispensables, on va dire. Et après, c'est au moins au choix, au moins un des éléments du bas. Il faut soit avoir une maîtrise technique, ça va être souvent des coachs qui vont amener des choses en termes de pratique de code ou d'architecture, maîtriser le métier ou la transformation d'organisation. Donc c'est un au choix, ou si vous avez les trois, c'est super. Mais en tout cas, voilà, c'est ça la cartographie du ou de la bonne coach, selon Lisa Atkins. Moi, je me dis très bien. Là-dedans, en gros, on va retrouver des notions de psychologie, notamment dans le coaching professionnel, mais pas que, hein, pour faciliter une session pour
pour amener une formation avec des bons outils pédagogiques, pour arriver à mentorer correctement une personne, souvent il faut connaître quand même le b.a.-ba, un petit peu des notions de psychologie. Lorsque l'on s'attache, on s'intéresse à la technique, à la transformation notamment, mais pas que, il y a aussi d'autres choses. C'est un peu distillé partout. On va s'insérer à la systémique. On va s'intéresser à des systèmes complexes, donc à essayer de comprendre, s'attacher à comprendre les relations entre les éléments dans un système. Qu'est-ce qui fait que si je tire cette ficelle-là, il y a un impact de l'autre côté, etc. Donc la psycho et la systémique, c'est des disciplines qui sont communément admises dans le métier, je pense, de coach agile, dans les domaines du coaching aussi, c'est pas agile, lean, dans nos communautés de pratique. Ma question, c'est où est la socio? Est-ce qu'on se pose la question de la socio? Est-ce qu'il y a des agents du changement qui, en parallèle, en formation continue, prennent des cours ou lisent des bouquins sur leur temps libre ou leur temps de veille de formation, lisent des bouquins de sociaux? J'ai l'impression que c'est quand même un peu moins répandu. Donc pour finir, quelques pratiques encore que vous connaissez probablement déjà, que vous appliquez déjà. Encore une fois, ce ne sont que des pistes, peut-être parfois des fausses bonnes idées. Mais sachez que l'asynchrone, ça peut aider à l'intelligence collective, ça peut aider à l'inclusion et au recueil d'idées de personnes qui sont moins à l'aise à parler dans un grand groupe, enfin, en tout cas dans un groupe de personnes, ou des personnes qui sont plus sur le temps long, qui vont pas réagir comme ça du tac au tac spontanément, qui ont plus une pensée qui va prendre un cheminement qui va prendre plus de temps. L'anonymat aussi. Souvenez-vous, sécurité psychologique, peut-être que pas toutes les personnes se sentent totalement safe de s'exprimer, de partager des idées dans un groupe. Donc, je pense que vous le faites déjà peut-être parfois. Je ne sais pas si vous organisez un PI planning. Peut-être que vous faites après un recueil de feedback sur ce qui s'est bien passé ou moins bien passé de façon anonyme. Peut-être que quand vous faites des health checks ou voilà des team mood, des choses comme ça, pour être sûr que chacune peut s'exprimer si ça va pas. Peut-être que vous faites ça aussi pour avoir un peu la température du groupe, pour pouvoir déceler des signaux faibles de personnes qui vont pas très bien ou qui ont des choses à critiquer ou à améliorer. Le choix sur le casting. Je donne l'exemple souvent de si vous devez faire un user story mapping ou un atelier BioFeature, je ne sais pas si l'un ou l'autre vous parle, en tout cas mettre plusieurs personnes différentes autour de la table. Pardon. Souvent vous allez mettre, vous allez vous dire spontanément, mais il faut mettre un représentant ou une représentante de chaque département ou de chaque métier. Sauf que si on prépare un logiciel, on veut faire une refonte ou concevoir un nouveau logiciel. Si on met une personne des sales, une personne du marketing, le ou la CEO, on va mettre une personne du service client, responsable métier et un dev ou une dev, il va y avoir quand même un déséquilibre des forces. Donc je pense que c'est quelque chose si vous constituez ce groupe, cet atelier, lors de l'envoi des invitations, vous allez vous dire il y aura peut-être un déséquilibre. Là, on est en train de travailler sur un logiciel. Il faut quand même qu'il y ait un peu plus de personnes qui aient cette connaissance et cette expertise. Donc peut-être que vous allez inviter 3 devs ou que vous allez rajouter un ou une architecte, responsable technique ou autre, pour un peu équilibrer les forces. Donc effectivement, là, on tient compte du métier des personnes. Mais est-ce que ça pourrait avoir du sens de aussi se poser la question dans la pièce, est-ce que j'ai que une majorité de Bac plus 5 issus de grandes écoles? Qu'est-ce que je fais des profils, par exemple, reconvertis? Est-ce que j'ai dans la pièce que des personnes qui ont 45 ans ou plus? Etc. On peut se poser la question sur différentes choses, sur différents axes de différence et de discrimination. Ça peut aussi se résoudre par le nombre de votes. Peut-être que je peux pas amener 50 000 personnes dans la réunion parce que ça va faire trop de monde, une réunion plus inefficace ou un atelier qui marche pas super bien. Mais peut-être que si j'ai que un ou une dev, peut-être que cette personne-là, au moment de choisir ou de prioriser, on va lui donner 5 votes, alors que les autres personnes n'auront qu'un vote, par exemple. Pour rééquilibrer les choses. Encore une fois, on parle là d'équité, pour atteindre quelque chose de plus égalitaire.
Le temps de parole, on l'a déjà mentionné. Je vous invite sur les 2 prochaines semaines à vous attacher, bon, écoutez évidemment le fond de ce qui se dit dans vos réunions, mais regardez aussi, écoutez qui parle et combien de temps. Essayez de mesurer plus ou moins le temps de parole de chaque personne et de chaque typologie de personne. Si vous le faites en visio, il y a des outils qui font ça aussi, automatiquement. Mais je vous invite à le faire même de façon artisanale, à remarquer qui parle, qui s'exprime. Vous connaissez peut-être les Liberating Structures. Je vous conseille de chercher. Il y a une application et un site qui vous donne de nombreuses ressources pour justement animer des groupes, animer des ateliers et qui peuvent vraiment favoriser l'intelligence collective pour écouter la voix de chacun et chacune. Vous connaissez certainement le One, Two, for All, où vous commencez avec votre réflexion individuelle, après vous la partagez avec une autre personne, après vous passez à 4, puis vous la partagez à l'ensemble du groupe. Ça, c'est une des Liberating Structures. Ça fait grincer des dents souvent les personnes, souvent le même type de personnes, mais la non-mixité, ça peut être très utile aussi. Je dis pas qu'il faut être toujours enfermé en groupes sociaux et ne pas et être hermétique. Je dis juste que pour certains moments, ça peut être utile au préalable, dans une première étape, d'avoir des réflexions en non-mixité. Lorsque les patrons discutent avec les organisations syndicales, souvent les patrons ont eu, ou les actionnaires par exemple, les dirigeants, ont eu un moment en non-mixité. Elles ont discuté ensemble d'un certain sujet, puis d'une stratégie pour adapter le dialogue social. Et du coup, les syndicats aussi, les représentants et représentants du personnel aussi ont eu ce besoin de ce moment en non-mixité. Et puis après, les deux parties se réunissent et il y a un dialogue, en principe. C'est le cas aussi pour d'autres choses, que ce soit on parle de non-mixité en termes de genre, d'ethnie, en termes d'âge aussi peut-être. Ça peut être utile dans certains cas, pas toujours, mais souvent. Et enfin, le langage et les représentations, c'est important. Si j'utilise toujours le masculin pour dire le CEO, ou le PO, ou le dev, peut-être que les femmes vont se sentir consciemment ou inconsciemment un peu moins incluses. Peut-être que si je fais la double flexion, que les personnes se sentiront un peu plus incluses. C'est un exemple parmi d'autres. Je pense aussi que la formation, c'est indispensable. Formation au harcèlement, au handicap, au racisme, au sexisme et aux LGBT-phobie. C'est indispensable et en fait, c'est tout simplement la loi. On le fait pas suffisamment. Et là, avec les temps qui courent, je pense que ça va aller peut-être en régressant. Mais si du coup c'est pas fait à l'initiative de votre employeur à grande échelle, n'hésitez pas à le faire individuellement ou en petit groupe. C'est des choses importantes. Les formations de ce type-là, c'est pas inutile. Enfin, entourez-vous de personnes qui peuvent aider à justement cette intelligence collective, à cette inclusion. Faites-vous accompagner par des personnes dont c'est le métier, des consultants, consultantes, des coachs ou Scrum Masters ou autres personnes qui sont sensibilisées à ces sujets-là. Et aussi au moment de recruter vos devs, vos archis, vos PO, peu importe, si vous le pouvez, essayez d'amener des personnes non pas dont c'est le focus et c'est le métier évidemment, mais qui sont moins sensibilisées à ces sujets-là. Par exemple, si en entretien, vous êtes, je sais pas, avec une personne qui est peut-être la responsable tech et vous êtes vous-même dev et vous essayez de recruter une nouvelle personne pour l'équipe technique, si vous avez un individu en face qui ne fait que s'exprimer et regarder le dev et qui n'a même pas un regard pour la responsable technique, c'est mauvais signe. Et enfin, du temps. Il faut de la patience, de la persévérance, vous allez vous tromper, ça va pas être parfait. Faut inspecter, adapter, faut itérer, mais en tout cas ça demande beaucoup de temps de créer des safe space. Et je pense que quand même vraiment le jeu en vaut la chandelle. Si vous le faites pas pour des raisons éthiques, pensez par exemple aussi que l'Apple Watch ça a été un gros fail sur le marché européen pour les femmes. Parce que les poignets, apparemment, j'ai cru comprendre, des femmes en Europe sont plus petits statistiquement que ceux des femmes aux États-Unis, et donc ça a moins bien marché. Donc si vous le faites pas pour vos convictions, faites-le aussi pour des raisons de business. Par exemple aussi tous les capteurs pour l'eau ou le savon qui ne fonctionnent que sur des peaux blanches et pas sur des peaux noires, ça aussi c'est un gros fail.
Donc même pour des termes fonctionnels, en termes fonctionnels ou business, c'est important d'avoir cette intelligence collective et cette diversité dans les membres du groupe. Je vous laisse prendre une photo si ça vous intéresse. Il y a quelques personnes qui œuvrent dans ce sens, qui, je pense, font un travail indispensable et qui sont dans la tech. Donc, vous pouvez aller voir entre deux confs totalement techniques ou sur le lean ou l'agilité ou autre. Quelques refs hors tech. Évidemment, c'est pas du tout exhaustif. C'est impossible de faire un résumé, mais voilà, des auteurs, autrices, sociologues, philosophes ou autres intellectuels qui se penchent sur ces sujets-là. Je vais y arriver. Et je vous laisse juste avec 3 ressources maison. Nathalie Achard a fait une conférence dans le cadre de la PDG, la place des grenouilles. Et j'en ai fait un article qui résume justement quelques exemples très très courants de micro-agressions. Donc si vous le lisez, vous allez certainement voir que vous êtes finalement, sans le vouloir, coupable d'agression. Et on vous donne des clés pour comment faire mieux, comment réparer un peu les choses. On a une fresque créée dans le cadre de l'association qui s'appelle la fresque antisexiste pour justement prendre conscience de toutes les discriminations sexistes à l'œuvre. Et aussi, je voulais faire un petit clin d'œil à Reactive, qui est un stand ici. Cette conf, elle est issue d'une conversation que j'ai eue avec Valentin Istria dans le podcast, leur podcast qui s'appelle Agile is not enough. Si vous avez envie d'écouter, il y a des super speakers qui interviennent dans ce podcast. Promis, c'est presque fini. C'est la slide de fin. Si vous avez 5 choses à retenir, à mon sens, c'est que les systèmes sont imbriqués, j'ai déjà expliqué. Les rapports sociaux sont pas aussi simples qu'on ne le croit. Il y a plus d'axes à prendre en compte. Je pense qu'on ne peut pas mener une transfo agile si on ne pense pas à ces sujets-là, si on ne mène pas une réflexion sur ces questions-là et créer des safe space. Pour moi, c'est un élément indispensable pour arriver vraiment à l'intelligence collective, pour arriver vraiment à entendre toutes les voix et du coup à la meilleure solution dans chaque atelier ou autre réunion. Encore une fois, vous n'êtes pas coupable, nous ne sommes pas coupables, mais je pense qu'on est responsable de se renseigner, de déconstruire un certain nombre de choses, de comprendre que la réalité qu'on nous a inculquée n'est pas la seule réalité. Attention à ne pas vouloir tomber dans le rôle de sauveur ou sauveuse. Être allié, c'est une posture qui n'est pas évidente, et encore une fois, on se trompe. L'idée, c'est pas de passer de bourreau à sauveur, à victime, et ainsi de suite. Et enfin, dernière chose, je vous assure que c'est un lien. Éteignez la télé, lisez, consommez, consultez la presse indépendante et soutenez-la comme vous le pouvez. Et je vous remercie. On a le temps pour des questions ou pas? Oui, si vous avez faim, allez-y, loi des 2 pieds, vous connaissez, hein. Je sais pas, est-ce qu'il y a des questions? Parce que peut-être qu'il n'y en a pas, hein. Peut-être qu'on va juste manger. Lui, là, il y en a 2. Ou 1, 2. Oui, bonjour, merci. Bonjour. Sur les privilèges, vous ne parlez pas de l'âge. Il me semble l'avoir mentionné, et c'est dans la roue aussi des privilèges, je crois. Non, je ne l'ai pas... D'accord, alors c'est peut-être pas sur la roue, mais oui, je l'ai mentionné, justement, dans une pièce, on va plus accorder d'importance à une personne souvent plus âgée, parce qu'elle a plus d'expérience, et les jeunes, on va dire, bon... Ouais, bah, je ne le voyais pas comme ça, peut-être parce que je suis plus âgé. D'accord. Mais dans l'entreprise, je ne sais pas si vous avez... une fois que vous avez 50 ans... Ouais. Je ne sais pas si vous l'avez... Oui. Vous l'avez pas encore vécu. Vous n'êtes pas un homme non plus, donc je pense qu'il y a pas mal d'inversions en ce moment. Oui. Et on nous demande de travailler jusqu'à 65 ans ou 70 ans à la T. En revanche, à partir de 50 ans, on vous met quand même quelque chose au-dessus de la tête. Ouais. Et ça, c'est fort. Et il n'y a pas non plus de... Ce que je pense aussi, c'est que dans votre roue, il n'y a pas la notion... Alors, c'est pas la mienne, hein. Non, pardon, l'attribuer. c'est un... Okay. Excusez-moi. Dans la roue, il n'y a pas la notion de dynamique, c'est-à-dire qu'on peut naître, on peut se développer, on peut être aidé. En France, il y a des bourses. Moi, par exemple, j'étais boursier. Je ne crois pas qu'il y ait un côté si statique que ça de dire vous êtes né à cet endroit-là, donc forcément, vous allez subir tous ces... je pense qu'on a quand même possibilité de se développer. Oui.
Je suis d'accord. Merci pour la remarque. Effectivement, rien n'est statique. Sur la roue, vous avez peut-être vu la notion, par exemple, de handicap. On peut naître sans handicap et en avoir un, soit pérenne, soit momentané. Donc ça, c'est un exemple. On peut aussi naître dans une classe sociale plus modeste et accéder à un certain nombre de capital social et économique plus tard. Effectivement, c'est pas statique. Je suis d'accord. Et oui, l'agisme, ça va dans les deux sens. L'agisme, c'est aussi bien discriminer les personnes jeunes parce qu'elles connaissent rien, elles n'ont pas vu la vie, et voilà, que les personnes plus âgées parce que t'es has-been, t'es dépassé, tu comprends plus rien, puis t'es plus dans le coup. Et trop cher. Bon, ça c'est encore une autre question, oui. Oui, donc effectivement, souvent les personnes plus âgées, parce qu'elles ont plus d'expérience, vont demander des salaires plus élevés. Là, c'est pas moi de juger si c'est correct ou pas, si c'est normal ou non. En tout cas, là, je parle des structures de pouvoir, des dynamiques de pouvoir. Et après, c'est dans une réunion ou autour d'un projet. C'est plutôt de dire, ok, les personnes sont là. Je sais pas combien elles sont payées, mais en tout cas, c'est vrai qu'on peut mettre à l'écart, mettre de côté, et ça se fait beaucoup dans la tech. Après, je pense que c'est pas toujours le cas dans tous les milieux, mais oui, effectivement, passé un certain âge, les personnes plus âgées, plus proches de la retraite, mais pas si proches que ça finalement, sont mises à l'écart. Oui. Est-ce qu'il y a une autre question ou remarque, ou vous voulez manger? Ok, allons manger alors. Merci.